ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. 10h05, bonjour à tous et bienvenue sur Alger 3 dans votre espace Ça vous concerne. On est ensemble jusqu'à 11h en direct avec la même équipe, Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est le mardi 3 juin 2025, Ça vous concerne s'intéresse ce matin à la sclérose en plaques. La journée mondiale dédiée à cette maladie chronique a été célébrée il y a de cela 4 jours, le 31 mai. Nous en parlons ce matin dans Ça vous concerne pour sensibiliser à cette maladie neurologique, informer et puis mobiliser. Pour répondre à nos questions ce matin, nous avons le plaisir de recevoir professeur Abdelhak Qassiem, qui est maître assistante en neurologie à l'EHS Cherchel, à l'hôpital donc de Cherchel, et docteur Berken Nassim, qui est neurologue assistant au même établissement hospitalier. Nous devrons avoir tout à l'heure avec nous en principe docteur Nadia Amdjout, qui est psychologue et orthophoniste. Ça vous concerne, donc nous parlons ce matin de la sclérose en plaques. Restez avec nous, on revient dans un moment. 10h10, bienvenue sur Alger 3. Merci de nous rejoindre dans votre espace Ça vous concerne. On est ensemble jusqu'à 11h. Bienvenue à nos invités présents dans les studios d'Alger 3. Professeur Abdelhak Qassiem, maître assistante en neurologie à l'hôpital de Cherchel. Bonjour professeur, merci d'être parmi nous. Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Docteur Berken Nassim, qui est aussi neurologue au même établissement hospitalier. Bonjour docteur Berken, merci d'être parmi nous. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors nous parlons ce matin d'une maladie auto-immune dégénérative qui touche chez nous 1200 personnes annuellement. C'est une maladie dont la prévalence augmente chez nous. Elle est de plus en plus répandue. En tout cas, la prise en charge au niveau de vos services en témoigne. Mais avant de répondre sur cette question, on aimerait bien avoir une définition. La journée, comme on l'a dit, de sensibilisation, la journée mondiale de la sclérose en plaques a été célébrée il y a de cela 4 jours. Elle vise à sensibiliser le plus de gens sur cette maladie pour justement prévenir les conséquences malheureuses qu'elle peut avoir sur la santé de l'individu. Alors qu'est-ce que la sclérose en plaques? Tout d'abord, professeur. Voilà, alors on commence toujours par définir la maladie en disant la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui touche le cerveau, le système nerveux central. Elle est chronique. Et c'est quoi, qu'est-ce que je veux dire par cette inflammation? C'est quoi en fait? C'est qu'au niveau du cerveau et au niveau de la moelle épinière, il y a une agression d'une protéine qu'on appelle la myéline qui est présente dans le cerveau et qui permet en fait la transmission de l'influx nerveux. Ce qui nous permet de parler, de marcher, de bouger, de réfléchir, de garder la mémoire, des souvenirs, etc. Tout ça, c'est grâce en fait à cette protéine qui siège au niveau du cerveau. C'est cette protéine qui va subir en fait une agression d'origine auto-immune, dont il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir, qui vont provoquer en fait cette inflammation au niveau du cerveau. Et par conséquence, on y aura l'apparition de plusieurs symptômes qui vont être variés. Variés en matière d'expression et variés aussi dans le temps, qui vont durer en fait dans le temps. C'est pour ça qu'on parle d'une maladie chronique. Voilà. Auto-immune, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que c'est notre propre système immunitaire. Absolument. Il y a une agression, c'est notre propre système immunitaire en fait qui nous attaque. Qui va nous attaquer. Il va s'attaquer à cette myéline. Il va provoquer une dégradation et qu'on appelle un terme scientifique une démyélinisation au niveau du système nerveux central. Alors le cerveau et la moelle épinière. Voilà. Très bien. Alors, la question, donc, la première qu'on veut savoir, on parle de 1200 cas annuellement. Est-ce que c'est important, 1200 cas annuellement? Est-ce que c'est de plus en plus répandu chez nous? Quelle est la prévalence pour la sclérose en plaques en Algérie? Bon, en Algérie, donc, on a une estimation qui est de entre 10 000 et 17 000 cas, en Algérie. Mais on n'a pas de registre, mais il est en cours de réalisation.
Donc, on est considéré comme un pays de moyenne prévalence. Oui. Donc, Oui. c'est... Oui, Il y a un d'accord. gradient, en Oui. fait, donc, nord, il y a un sud, gradient nord-sud. sud. Donc, la maladie elle est plus fréquente dans les pays nordiques, surtout en Europe. D'accord. Mais, Donc elle est plus mais répandue dans il y a les une pays où il fait spécifici- froid. Absolument. Voilà, mais il y a une spécificité. Les cas maghrébins, il y a la forme clinique qui est très sévère. Absolument, qui est agressif. C'est-à-dire, en fait, chez nous, on a constaté, Oui. dans la communauté des neurologues maghrébines, algériennes ou à l'échelle maghrébine, quand même, on a des formes assez agressives et qui sont graves, comparant aux cas qui ont été décrits ou les cas qui sont suivis, en fait, en Europe du Nord. Et c'est dû à quoi, notre climat, là aussi, ou non, rien à voir? C'est pour Bon, ça c'est qu'on fait la introduire. carence en vitamine D qui est incriminée Oui. dans cette maladie. Pourtant, on a beaucoup de soleil chez nous. Hein. Absolument. Oui. Oui. Mais quand on fait les dosages chez les malades, souvent, bien chez nous tous, on trouve toujours ce taux de vitamine D qui, quand même, qui bat. C'est-à-dire, et comme elle fait quand même comme un facteur de risque, en fait, dans le développement de cette maladie, parce que la vitamine D, elle intervient dans le système immunitaire, elle renforce le système immunitaire. Alors, quand il y a un manque, ça va provoquer comme un déséquilibre, un dysfonctionnement du système immunitaire qui fait faire provoquer ces types de maladies auto-immunes. Parmi ces maladies, la sclérose en plaques. Est-ce qu'on surdosé de vitamine D va nous prémunir de cette maladie ou non? C'est pas Non, surdosé, pas mais je forcément. pense, voilà, pas Oui, pas forcément, forcément. parce qu'il y a en fait d'autres Il y facteurs, a d'autres facteurs qui dont vont on va intervenir parler, aussi. oui. Alors justement, les autres facteurs, on a parlé donc de la vitamine D. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme autres facteurs? Est-ce que les gènes sont responsables aussi de la transmission de cette maladie ou non? Bon, la sclérose en plaques n'est pas considérée comme une maladie héréditaire, Oui. mais il y a une susceptibilité génétique. Donc, quand on a un cas dans la famille, la descendance, il y a plus de risques de développer cette maladie, mais il n'y a pas de transmission directe de cette maladie, voilà. Très bien. Alors, il y a quelques années, on n'en parlait pas de la sclérose en plaques, on ne connaissait pas ce que c'était, notamment en Algérie. Qu'est-ce qui a fait que la maladie apparaisse? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plus de consultations, les gens s'inquiètent, ou c'est notre mode de vie aujourd'hui qui a changé, qui fait que cette prévalence a augmenté? Vous avez parlé maintenant de 17 000 cas qui sont recensés chez nous. Je pense que peut-être qu'il y a en fait l'accès, il y a eu maintenant la formation des médecins spécialistes, en particulier en neurologie, et qui a fait en fait, parce que cette maladie nous relève, nous appartient en tant que neurologue, on connaît très bien sa définition, les symptômes et sa prise en charge. Alors ce qui fait que maintenant, vis-à-vis de fait qu'il y a la présence des neurologues partout, pratiquement partout dans le territoire de notre pays, du nord, sud, est, ouest. Maintenant, il y a une possibilité de diagnostic de fait de la présence de ces spécialistes sur terrain, ce qui a fait que de plus en plus, elle est détectée, elle est diagnostiquée et elle est prise en charge. C'est comme ça que maintenant, on est en train de recenser ces malades-là et bientôt, comme il a dit Dr Berken, bientôt, il y aura la mise en place d'un registre à l'échelle nationale pour recenser en fait ces malades et codifier bien évidemment la prise en charge. Donc le registre consiste à inscrire tous les malades qui présentent des symptômes liés à la sclérose en plaques. Qui sont diagnostiqués comme... Et ensuite, ça vous permet d'avoir une base de données pour travailler là-dessus? Absolument, parce et que et surtout pour élaborer un protocole de prise en charge de la sclérose en plaques en Algérie. Quand on parle de protocole, ça veut dire que ça sera systématique, c'est bien cela. Voilà. Dès que le patient se présente... c'est des recommandations qui sont mises en place, bien évidemment au niveau du ministère, c'est par des neurologues, sous la tutelle du ministère de la Santé, et qui permet en fait de codifier la prise en charge de ces malades, d'élaborer des protocoles thérapeutiques adaptés à chaque cas. D'accord? Et ça facilite en fait, ça permet de rapprocher les soins aux malades, ça c'est deux, et ça nous facilite nous aussi la prise en charge de ces malades quand il y a des guidelines, il y a des recommandations et tout est clair. Il suffit d'aller savoir diagnostiquer et traiter en fait ces malades. Alors les premiers symptômes justement, on en parle ce matin, cette émission vise à sensibiliser, à alerter l'opinion publique sur cette maladie. Quels sont les premiers symptômes qui peuvent nous alerter et nous dire que voilà, peut-être on est en train de développer une sclérose en plaques?
Bon, pour les symptômes, donc on a les symptômes les plus fréquents, on commence par, ça commence généralement par l'atteinte du nerf optique, donc ce qui va se manifester par une baisse de l'acuité visuelle, par un flou visuel ou carrément parfois par une cécité. Pour les deux yeux ou pour les ça deux? dépend, Oui. mais généralement ça dépend, dans la sclérose en plaques, c'est un seul, donc Un c'est seul. unilatéral. D'accord. Voilà. Il y a aussi le déficit moteur, donc c'est une paralysie d'un membre, des deux membres inférieurs. Ou il y a aussi les troubles sensitifs, que ce soit subjectif ou objectif. Donc subjectif, donc rapporté par le patient comme des engourdissements, des fourmillements, des douleurs, etc. Et aussi objectif, donc à l'examen, quand on examine le malade ou rapporté parfois par le malade, donc c'est une diminution de la sensibilité, ce qu'on appelle nous une hypoesthésie, des troubles de l'équilibre. Il y a aussi des symptômes cachés comme la fatigue chronique, ce qui retarde parfois le diagnostic de la sclérose en plaques. Oui. C'est vrai qu'une fatigue chronique, on n'est pas forcément alerté. On se dit que ça va passer, que c'est la saison. En tout cas, on trouve toujours un moyen de l'expliquer, de banaliser. D'expliquer, de banaliser Oui. aussi les symptômes. Je voulais aussi revenir sur un point très important en disant que c'est une maladie du sujet jeune, entre l'âge de 20 et 40 ans. Oui. Alors, c'est une personne qui est en plein, en fait, activité, Exact. qu'elle soit scolaire, qu'elle soit professionnelle, Oui. d'accord? Ça touche, il faut savoir que ça touche un peu plus la femme que l'homme. Ça, c'est un deuxième point. Et que les symptômes sont vraiment très variés. On a dit au début, quand on a parlé que c'est une atteinte multifocale, alors ça peut toucher n'importe quel endroit du cerveau, qu'elle soit le système nerveux central, qu'elle soit le cerveau, que la moelle épinière, c'est-à-dire les manifestations automatiquement, ils vont être très variées. Il a dit bien, docteur Berken, il a parlé du nerf optique, la névrite optique, alors un problème visuel. Il a parlé d'un problème de motricité. Le malade, il peut présenter un déficit moteur, une faiblesse d'un membre supérieur, d'un membre inférieur, qui va durer un temps. Et puis après, elle peut disparaître complètement. D'accord. On veut bien attirer l'attention. Oui, on peut oui. ne pas s'inquiéter. Oui. On peut trouver des explications à ces Exact, symptômes. J'étais oui. fatiguée, j'étais cela, j'étais ceci. Surmenage, oui. Absolument, on peut je trouver présente. tout le temps des explications. Voilà, Cela. parce qu'en fait, c'est des symptômes qui peuvent disparaître. Ouais. C'est ça qui fait, des fois, ça fait retarder un petit peu les diagnostics. Et quand ça disparaît, ça réapparaît encore plus fort. Voilà, Ouais. et ça peut revenir à un autre temps, et c'est pour ça qu'on va parler en fait par la suite des formes cliniques de cette maladie. Oui. Au début, il faut savoir que ces manifestations, ils sont très 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 variées. Troubles de l'équilibre visuel, sensibilité, motricité, des troubles de la mémoire, de la dépression. Il a parlé des signes cachés, c'est important, la fatigue, alors la dépression, des troubles vésico-sphinctériens. Ces symptômes, ils vont venir un moment. Ils peuvent, au début de la maladie, disparaître complètement et le malade redevient tout à fait normal. Disparaître pendant un bon moment. C'est ce qu'on appelle Oui. évolution par poussée-rémission. Voilà. Donc il y a les symptômes qui apparaissent et qui durent, ils doivent durer au moins plus de 24 heures D'accord. pour dire que c'est une poussée, donc, mais qui disparaissent par la suite. Pas forcément, ils peuvent garder des séquelles, ils peuvent ne pas disparaître, mais l'évolution de la maladie, ça se fait par poussée-rémission. Donc on a plusieurs formes cliniques. Donc ces poussées-rémission au fur et à mesure, ils peuvent évoluer vers une progression de la maladie. Donc il va accumuler l'handicap, ce qui va donc ce qu'on appelle la forme rémitante au début, mais elle évolue vers la progression, donc forme rémitante secondairement progressive. Et il y a une forme, la troisième forme, qui est la forme progressive d'emblée. Donc dès le début, le patient présente par exemple un déficit moteur qui va s'installer mais qui ne va pas récupérer. Donc la maladie va évoluer directement vers la progression. Et ces formes cliniques vont nous orienter pour une prise en charge particulière. Chaque forme a des indications de traitement particuliers. Voilà. D'accord, très bien. Donc pour les formes moins graves, on va dire, il y a des formes moins graves et il y a des formes plus graves. Absolument. Ou est-ce que, et au final, ça sera la même finalité, j'ai envie de dire, la même progression pour les deux cas ou non? Non. Non. Il y a des formes qui sont quand même qui sont bénins.
sont gentils, si j'ai le droit d'utiliser ce mot, c'est un petit peu gentil, ça peut se résumer à une petite névrite optique, voilà, un petit problème visuel, et qui le fait, et qui, voilà, le malade il récupère soit complètement, soit partiellement, et il va rester pendant des années. Stationnaire. Voilà, il peut rester des années comme ça stable, et venir peut-être après, des fois sans traitement, parce que des fois, ou bien il vient, et il a une baisse de l'acuité visuelle, et il a vu un ophtalmo, il l'a mis sous corticoïde, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre, il est satisfait, il n'y a eu rien du tout, il rentre, il peut rester comme ça des années, et on a vu plusieurs cas comme ça, je dirais un intervalle d'années, mais pas de mois, d'années, hein, 10 ans, 20 ans comme ça, stable, qui reste très stable, d'autres non. Peut-être la première poussée est une poussée très agressive, avec un déficit moteur, une faiblesse musculaire, des troubles de l'équilibre, une atteinte visuelle sévère, qui va laisser en fait un handicap très très important. C'est les formes agressives, les formes sévères dont tout à l'heure on a parlé, on a dit qu'on a remarqué, la communauté des neurologues dans le pays des Maghreb, on a remarqué qu'on a un peu plus ces formes un petit peu agressives dans notre région, comparant aux malades CEP dans d'autres pays du nord de l'Europe ou de l'Amérique. Est-ce qu'on a une explication sur cette forme grave, violente? Maintenant, c'est beaucoup plus. On a dit que c'est une maladie multifactorielle, en fait. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu, qui vont faire déjà apparaître la maladie chez l'individu. Alors, peut-être un terrain génétique, peut-être des habitudes alimentaires, cette histoire de carence en vitamine D, les infections, en particulier virales, tout ça va intervenir de façon à modifier notre système immunitaire pour qu'il devienne agressif contre notre propre constituant, qui sont en fait dans la sclérose en plaques, cette protéine qui siège au niveau du système nerveux central. Alors, je pense que Samiet, en fait, a des études pointues pour essayer d'identifier ces facteurs de risque particuliers à nous-mêmes. C'est pour ces raisons-là que mettre un registre comme ça national, des études bien fondées pour essayer en fait d'étudier la CEP en Algérie. De pousser un peu la recherche. Nos malades, quelles sont les caractéristiques en fait de la CEP en Algérie, et qui fait en fait apparaître ces formes un peu agressives dans notre pays. On parlait de cette évolution un peu particulière de poussée-rémission qu'on a vue, et de cette forme progressive dont le docteur Berkane il a bien décrit. Alors c'est une progression qui va évoluer en fait vers l'handicap. Alors les poussées-rémission au début, ils sont là, ils sont un petit peu gentils, le malade il va récupérer des fois à 100%, des fois 90-80%, un petit handicap qui est là. Il fait une deuxième poussée par la suite, une troisième, et voilà, il va de plus en plus cumuler en fait un handicap, qui soit visuel, qui soit moteur, sensitif, etc. De jour en jour, cet handicap il va augmenter en ampleur, en gravité, et qui fait en fait conduire le malade à une évolution assez un petit peu dramatique, là où avec un déficit moteur très important, là où il sera carrément confiné à un fauteuil roulant et par suite carrément au lit. C'est ça en fait l'évolution de la maladie avant. Pas maintenant. Maintenant, les choses ont beaucoup changé. C'est la CEP des années 2025, la prise en charge de cette maladie a beaucoup changé. Et ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous satisfait en fait dans la prise en charge de nos malades. Est-ce qu'à chaque poussée, ce qu'on perd est irréversible, on ne peut plus le récupérer ou non? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Alors maintenant, on parle des remyéliniseurs, des gens qui ont la capacité, et ça c'est en fait une différence individuelle, interindividuelle. Chaque malade est un cas. Il y a des remyéliniseurs qui sont parfaits, c'est-à-dire la remyélinisation, la reproduction de cette protéine qui est la myéline, qui a subi cette inflammation, elle se fait d'une manière parfaite. Elle se fait très bien. Alors, le malade, il va récupérer, il retrouvera une fonction motrice, visuelle et sensitive tout à fait normale. Ils sont nombreux? Combien de cas sur une centaine? C'est les formes bénignes. C'est peu nombreux? On dira peu nombreux. On dira peu nombreux peut-être, mais d'autres non. La remyélinisation ne se fait pas d'une manière très importante, c'est pas des bons remyéliniseurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Et voilà, il va cumuler, il va garder l'handicap, il va cumuler en fait l'handicap dans l'évolution de sa maladie. Voilà, c'est comme ça en fait. Docteur, oui, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet?
Bon, pour la poussée, donc ça dépend de la sévérité de la poussée déjà au début. Donc ils peuvent récupérer ad intégram, donc totalement, comme l'a dit docteur Abdelhak. Donc ils peuvent récupérer soit totalement, soit partiellement. Après, il y a des traitements qui vont les aider pour récupérer totalement, donc ce qu'on appelle le traitement de la poussée. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut éviter la sclérose en plaques, professeur, docteur? Est-ce qu'on peut l'éviter? Elle ne se manifeste pas, on est en bonne santé. Est-ce qu'il y a un moyen, un protocole à suivre pour éviter qu'on soit atteint de sclérose en plaques ou non? Ça se manifeste comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est un souhait, c'est-à-dire on passe à ce qu'on appelle rubrique prévention. Oui. Pour le moment, il n'y a pas comme ça quelque chose qui peut, je veux dire, un régime alimentaire ou un mode de vie particulier ou quelque chose qui va nous éviter. Il n'y a pas quelque chose qui a été fait dans ce sens. Mais peut-être dans l'avenir, il y aura des choses qui vont sortir beaucoup plus sur les habitudes alimentaires, sur le mode de vie et tout ça, ça va. On sait très bien que ça joue un rôle. Il y a un rôle dans le déclenchement de ce désordre immunitaire, que ce soit dans l'alimentation, dans notre mode de vie, si le stress, etc. Tout ça joue un rôle dans le changement de notre fonctionnement du système immunitaire. Alors je pense qu'il y aura des recommandations bien évidemment dans ce sens, parce qu'on revient en fait toujours sur ce qu'on appelle nous, les médecins, la physiopathologie de la maladie. Comment la maladie est déclenchée chez ces malades? Quels sont les facteurs qui ont provoqué la maladie chez le malade? C'est comme ça. C'est quand on arrive à gérer en fait cette physiopathologie, on pourra bien évidemment traiter curativement, pas symptomatiquement. Parce que nous, les médecins, soit qu'on traite curativement, c'est-à-dire on vous donne un traitement et c'est bon, on déclare la guérison chez notre patient, soit que nous, c'est des maladies chroniques. Le malade, il va vivre avec ça et on va traiter que les symptômes. C'est ça en fait notre action qui diffère selon en fait la physiopathologie, les bases de cette maladie. Quand il s'agit de la génétique, c'est un peu délicat. Aller corriger ce désordre génétique, c'est un peu délicat. Quand il y a par exemple, je donnerai un exemple par exemple d'une masse comme ça bénigne ou au niveau d'un organe de notre corps, il y a une ablation chirurgicale et ça y est, le problème il est réglé. Mais quand il s'agit comme ça de maladies où le système immunitaire a subi un dérèglement, dont la cause est multifactorielle, allez-y régler ce facteur, régler l'autre, et dont on n'est pas encore sûr, et des études qui ont été faites partout dans le monde, ils ont parlé de cette physiopathologie multifactorielle et qui ne cesse pas aussi de s'arrêter. La génétique, tout à l'heure, Dr Berkane, il a soulevé que dans une famille, quand le malade il est atteint de la CEP, il y a un risque, on parle d'un risque élevé dans la famille ou dans la descendance de cette famille de trouver une autre maladie, qu'elle soit une autre maladie auto-immune ou que d'autres vont développer carrément la sclérose en plaques. Ça fait une ambiance qu'on appelle une ambiance comme ça auto-immune, où très probablement il y a quelque chose de génétique dans ces familles-là. Mais aucun gène, jusqu'à l'heure actuelle, n'a été identifié ou incriminé, beaucoup plus précisément, dans le déclenchement de la sclérose en plaques. Très bien. Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, la tranche d'âge 20-40 ans est la plus exposée donc, à développer une sclérose en plaques? Est-ce que ça peut se manifester avant 20 ans et après 40 ans ou non, c'est vraiment rare? Oui, la maladie se manifeste généralement chez l'adulte jeune entre 20 et 40 ans, mais il y a des formes infantiles, il y a aussi des formes tardives à partir de 40 ans. Après, avant 20 ans et après 40 ans, bien sûr, il y a d'autres maladies qui ressemblent à la sclérose en plaques, donc il faut éliminer les autres diagnostics différentiels, comme par exemple la neuromyélite optique de Devic, les autres maladies du système qui donnent des affections neurologiques, etc. D'où la nécessité donc de ce plan national, de ce registre, puis de la formation des généralistes. On va revenir là-dessus justement, très important pour poser le diagnostic très tôt et pouvoir prévenir un peu les complications dues à cette maladie. Il est 10h32 sur Alger Chaîne 3. Je rappelle que nous parlons ce matin de la sclérose en plaques en compagnie de nos invités, professeur Abdelhak Siham, qui est maître assistante en neurologie, docteur Berkane Nassine, qui est aussi neurologue. 10h32, restez branchés sur Alger Chaîne 3.
3, on revient. 10h36 minutes, bienvenue sur Alger 3, ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h et nous parlons ce matin de la sclérose en plaques en compagnie de nos invités, professeur Abdelhak Sihem, neurologue, et docteur Berkan Nassim qui est aussi neurologue au même hôpital de Cherchel. On parle ce matin de sclérose en plaques, on a parlé un peu des symptômes, des franges de la société qui sont touchées par cette maladie. Maintenant, on va continuer évidemment à dérouler l'émission pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Alors, les malades qui ont ces symptômes, qui voient ces symptômes apparaître, on les a dit tout à l'heure, on les a énumérés tout à l'heure avec Dr Berkan, ces symptômes. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire en premier lieu? À qui doivent-ils s'adresser, professeur? Je dis au début, le message que je veux lancer, un peu fort, disant quand on a des symptômes, il ne faut jamais négliger, il ne faut jamais trouver des explications. Ça, c'est un. Et c'est valable pour toutes les maladies, n'est-ce pas, professeur? Absolument, oui. Absolument. Il faut consulter. Il faut s'inquiéter. Il faut demander l'avis d'un médecin. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose de pathologique? Est-ce que c'est passagère? Est-ce que c'est rien du tout? Ou ça cache quelque chose derrière? Ça, c'est un. Maintenant, ces malades-là, quand ils viennent, ils peuvent venir dès la première poussée. Des fois, quand elle est importante, quand il y a une baisse de l'acuité visuelle, le malade, il se lève le matin, il est en bonne santé, il va se réveiller le matin avec une acuité visuelle qui est basse, il ne voit pas bien, et un flou, soit un seul œil, soit les deux. Ça, c'est très alarmant. Généralement, ils viennent rapidement consulter chez un ophtalmologue pour demander qu'est-ce qui m'arrive. Voilà, l'ophtalmo, bien évidemment, il fait toute une exploration et généralement, ils attirent en neurologie dans le cadre d'exploration de cette névrite optique qu'on appelle scientifiquement rétrobulbaire. Alors, on dit que le malade ne voit rien et le médecin, il ne voit rien aussi. Alors, c'est comme ça qu'on l'a défini. Alors, il vient, il est adressé en neurologie et là, on commence en fait notre enquête étiologique pour essayer d'identifier en fait l'origine de cette névrite optique. Quand il s'agit en fait de la CEP, on connaît très très bien que ça peut commencer comme ça et voilà, et on déclenche nous une série d'examens complémentaires. On commencera par une imagerie. Prime abord, au début, l'imagerie, ça va être une IRM cérébrale, complétée par une IRM médulaire aussi, parce que c'est là où je vais trouver en fait les lésions qui sont spécifiques de la sclérose en plaques. C'est des lésions de démyélinisation au niveau de la substance blanche sur l'IRM cérébrale et médulaire. C'est pour ça que cette maladie porte en fait le nom de sclérose en plaques. C'est des plaques qu'on trouve au niveau du cerveau. Et qui provoque ce dysfonctionnement, qu'il soit moteur, qu'il soit sensitif, l'équilibre, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, on va commencer d'abord par ça, puis après, on passe à une deuxième étape, là où on doit confirmer l'existence de cette inflammation dans le cerveau. Et généralement, on hospitalise le malade, ça nécessite une hospitalisation. On va pratiquer ce qu'on appelle une ponction lombaire. La ponction lombaire, c'est une technique qu'on fait et qu'on essaye à travers cette ponction, cette aiguille en fait qu'on introduit au niveau du dos, on retire un petit peu du liquide céphalorachidien. Et on fait sur cet liquide quelques examens, quelques études immunologiques pour mettre en évidence cette inflammation, avoir la preuve et la signature de l'inflammation au niveau du cerveau. Ça nous permet de confirmer notre diagnostic et éliminer en fait d'autres maladies qui peuvent donner les mêmes symptômes. La sclérose en plaques, à un moment, elle a incité dans le monde entier beaucoup de recommandations, beaucoup de critères diagnostiques, voilà, qui ont au cours des années des travaux par des experts pour essayer en fait de cadrer cette maladie et lui donner en fait des critères bien précis, parce que comme elle est polymorphe et les symptômes on peut les trouver dans d'autres types de maladies inflammatoires, qu'elles soient dédiées seulement au cerveau ou ça touche tous les organes, les organes de notre système, ce qu'on appelle les maladies systémiques, c'est que ça ressemble un petit peu, ça peut intriquer. Et voilà ce qu'on appelle, nous, la discussion de ce fameux diagnostic différentiel pour essayer d'écarter toutes les maladies, qu'elles soient infectieuses, qu'elles soient métaboliques, qu'elles soient auto-immunes, autres que la sclérose en plaques, qui peuvent nous donner en fait
parfois le même tableau clinique, les mêmes manifestations, voire même quelques images radiologiques qui ressemblent un petit peu. Hein. C'est des petites plaques. Est-ce que ça obéit aux critères radiologiques de la CEP ou non? C'est ça notre quotidien avec ces malades-là dans le service. Est-ce qu'elle remplit les critères, elle ne remplit pas les critères? Tout ça, c'est un faisceau en fait d'arguments qui nous permet de poser le diagnostic, ce qu'on appelle de certitude de la sclérose en plaques. Il faut passer par ces explorations dont vous avez parlé. parlé. Alors radiologique, biologique, qui nous permet en fait à la fin de conclure qu'il s'agit d'une sclérose en plaques, et on va lui donner en fait parfois au début ou en cours d'évolution de lui donner son étiquette poussée-rémission ou une forme progressive ou bien une forme secondairement progressive. Vous voyez, alors c'est tout un travail qui se fait avec ces malades-là, qui nécessite bien évidemment un avis, c'est des malades qui doivent être pris en charge dans des services spécialisés et par des neurologues. Alors qui décide justement de faire ces explorations quand un malade, on l'a dit tout à l'heure, a ses symptômes cachés, grosse fatigue, aussi un membre donc supérieur ou inférieur qui fonctionne mal, des problèmes de mémoire, donc il va généralement aller consulter son médecin généraliste, son médecin de famille. Est-ce que dans tous les cas, ce médecin va l'orienter pour faire des explorations? Est-ce que il établit tout de suite, il a tout de suite un doute concernant la sclérose en plaques ou non? C'est pas forcément le cas chez nous, en tout cas pour l'instant. Moi, je pense que s'il part auprès d'un médecin généraliste, et bien évidemment dans notre parcours de formation en tant que médecin, avant d'être spécialiste, j'étais généraliste. Dans mon parcours, j'ai fait en fait la neurologie comme module et dans le grand chapitre de la neurose inflammatoire, c'est la sclérose en plaques. C'est-à-dire en fait, immédiatement suspecté. On a une idée que ça peut être inflammatoire, qu'elle soit CEP ou autre chose. Et ça nécessite en fait d'orienter, c'est une nécessité d'orienter ce malade vers demander un avis spécialisé auprès du médecin neurologue pour voir est-ce que réellement ça fait CEP ou autre chose. Donc ça se fait automatiquement chez nous, il faut rassurer les patients, il faut aller consulter son médecin généraliste, son médecin de famille, et puis c'est à lui de décider vers qui l'orienter. Si les signes sont assez objectifs et que ça relève en fait d'une atteinte du système nerveux central, qui peut suspecter comme ça une maladie inflammatoire chez un sujet jeune type sclérose en plaques, bien évidemment le malade il va être orienté vers les centres spécialisés, là où on trouve en fait des neurologues qui vont prendre en charge cette pathologie. Alors le traitement il existe chez nous fort heureusement, il est gratuit, donc il est fourni en milieu hospitalier. Alors ce traitement, comment se présente-t-il? Est-ce que c'est le même traitement? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et est-ce que ce traitement nous permet donc d'éviter les formes graves liées à cette maladie ou non, c'est juste pour freiner un moment? Voilà, alors on arrive au volet. Oui, docteur Berka. Pour le traitement, donc on a 3 volets. Donc on a le traitement de la poussée, donc comme on l'a cité précédemment, donc la maladie elle évolue par poussée-rémission, donc il faut traiter déjà la poussée pour éviter de garder des séquelles. Il y a aussi un deuxième volet qui est un traitement de fond, c'est éviter la récurrence de la maladie, donc l'installation de nouvelles poussées. Et puis il y a aussi le traitement symptomatique, donc le traitement des symptômes comme la douleur, les fourmillements, etc., la fatigue, etc. Et sans oublier, donc la sclérose en plaques reste une maladie qui a une prise en charge multidisciplinaire, donc il y a aussi la rééducation, la psychothérapie, etc. Donc comme traitement de fond, donc on utilise des corticoïdes. Donc c'est un traitement anti-inflammatoire à forte dose, donc pour éviter les séquelles. On a aussi la plasmaphéreuse qui a été introduite récemment en Algérie. Donc il y a quelques centres où il est disponible, comme chez nous à Cherchel. Donc c'est une sorte de dialyse. Donc on essaie d'épurer le sang des facteurs inflammatoires qui sont incriminés dans la poussée de cette sclérose, de la poussée de la maladie. Puis on a le traitement de fond. Donc il y a plusieurs types de traitements de fond. Donc on a des traitements de fond standards, dits de plateforme, donc pour les formes légères ou formes bénignes. Il y a aussi des traitements de haute efficacité, donc c'est des traitements personnalisés au cas par cas selon les malades et selon la forme clinique de la maladie.
puis on a le traitement symptomatique, la rééducation, etc. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous permet de choisir tel ou tel traitement pour un malade? Est-ce que c'est sa façon de réagir face à un traitement, face à la maladie? Comment se fait donc le choix du traitement? Alors, parce que si j'ai bien compris, il arrive que 2 patients atteints de sclérose en plaques aient un traitement différent. Absolument. Oui. C'est pour ça que c'est un traitement dit personnalisé et on traite cas par cas. D'accord. Alors, la forme déjà, selon l'âge de début et la forme clinique, Oui. c'est très important. Entre une forme rémitante, récurrente, c'est-à-dire le malade il fait une poussée, il récupère, il fait une autre, et une autre qui est progressif, c'est-à-dire les symptômes, ils sont là, ils vont s'installer et ils vont s'aggraver dans le temps. Ça, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire, ça s'incite en fait à donner un traitement, c'est qu'il y a une physiopathie différente et automatiquement un traitement qui va être différent. C'est pas la même chose. Je traite pas la forme RR comme une forme primaire progressif ou secondairement progressif. Ça change. Parce qu'en fait, au début, quand on a défini la maladie, on a parlé de cette démyélinisation. C'est la protéine, cette protéine qui enveloppe en fait les neurones, la cellule nerveuse, qui est dégradée. Ça, c'est au début. Mais au fil du temps, il y a même le neurone lui-même, ce qu'on appelle l'axone à l'intérieur, qui va subir une dégénérescence. Ce qui fait que la maladie elle devient de plus en plus grave et handicapante. Et Il arrive que le patient change de traitement? Oui. Très bien. Oui, selon la forme, bien évidemment. Quand D'où on voit que ça s'aggrave et qu'il y a des signes qui apparaissent et qui sont beaucoup plus graves, on peut prendre à un moment une décision de changer, de passer ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique et de proposer un traitement autre, de haute efficacité pour essayer en fait de stopper ce phénomène inflammatoire et secondairement dégénératif. Parce que on voyait que le malade, il s'aggrave. Il s'aggrave sur plusieurs plans. N'oublie pas que les troubles cognitifs dans la CEP, c'est quelque chose de très important. Un malade qui a des problèmes par la suite dans la mémoire, dans sa vie, c'est des sujets jeunes. Il est en pleine scolarité, il est dans sa profession, alors il va commencer à trouver des difficultés pour travailler, pour étudier, pour continuer ses études. Tout ça, c'est témoin qu'il y a en fait, il n'y a pas que ces déficits moteurs, il n'y a pas que ce problème de vision, mais il y a quelque chose dans la cognition, dans le comportement de malade qui va changer. Et ça signifie qu'il y a ce qu'on appelle un virage un peu grave dans l'évolution de sa maladie qui nécessite, qui incite le médecin, en fait, neurologue, à passer à un palier beaucoup plus agressif et beaucoup plus efficace. Et c'est de cela qu'il a parlé Dr Belkin tout à l'heure, de traitement de haute efficacité qui permet en fait de stopper et d'améliorer bien évidemment la qualité de vie de ces patients. Et ce traitement le permet réellement donc de prévenir, de stopper un peu, de freiner cette maladie pour ne pas arriver à cet handicap qui va être moteur. Absolument, qui sera très important, qui peut le confiner carrément à un fauteuil roulant. Alors, quand on parle de l'histoire de la CEP, des années de début jusqu'à maintenant, elle a connu un changement énorme dans le monde entier. La prise en charge de ces malades a beaucoup changé. D'une simple corticothérapie dont on traite que la poussée, de d'autres formes, de d'autres types de médicaments qui essayent d'un petit peu de gérer une fréquence de poussée, que maintenant, non, on est en train de parler de traitement de haute efficacité qui permet en fait de travailler sur le système immunitaire, sur l'inflammation et sur ce phénomène dégénératif. Ça, c'est vraiment des gros pas en matière de développement, de prise en charge de ces malades. Et maintenant, de plus en plus, on arrive à traiter en fait ces formes agressives par ces nouveaux traitements de haute efficacité qui sont disponibles dans notre pays, dans tous les services de neurologie en particulier, pratiquement tous les services ont la possibilité d'avoir ces traitements-là de haute efficacité et les malades, ils sont pris en charge en fait en milieu hospitalier parce que c'est des traitements, c'est des perfusions. Alors, il doit être pris en charge au milieu hospitalier. C'est pas la voie orale qui peut, c'est des comprimés qui peut le prendre chez lui. Non, ces traitements-là, c'est des traitements qu'on donne généralement par voie intraveineuse et qui nécessitent une hospitalisation, une surveillance stricte et qui ont prouvé leur efficacité. Un autre volet des traitements comme ça orales qui sont aussi efficaces et qu'on trouve dans les officines, dans les pharmacies et qui sont aussi très efficaces. Alors, vous pouvez trouver dans un échantillon de patients
qu'on suit, un qui est sous traitement oral, un autre qui prend des traitements par voie sous-cutanée et un autre qui vient à l'hôpital pour prendre sa perfusion. Alors vous voyez, il y a une très grande variété des décisions. Chaque cas est un cas, chaque malade a en fait et ça peut ses marcher pour caractéristiques. l'autre et ça peut ne pas marcher pour sur l'autre. Oui, voilà. Voilà. D'où l'importance donc du suivi et du Un suivi régulier, absolument. voilà. Justement, donc concernant cette maladie, c'est une maladie assez douloureuse, à l'impact psychologique sur le patient. Vous disiez tout à l'heure, ça touche les 20-40 ans, donc cette tranche d'âge qui sont en pleine activité sociale et puis professionnelle. Quand on a un trouble de mémoire et qu'on accomplit une tâche professionnelle qui nécessite, je vais donner un expert comptable ou quelqu'un qui vraiment doit donc avoir être en pleine forme pour exercer sa profession, comment ça va, comment doit-il s'adapter? Est-ce que il y a moyen d'arranger cela? Est-ce que le traitement peut c'est-à-dire lui permettre de continuer son activité professionnelle ou non? Et comment aujourd'hui l'employeur réagit face à cette maladie? Est-ce qu'on a des éléments? Pour essayer en fait d'éviter d'arriver à ce stade-là où les troubles sont très importants et qui retentissent en fait sur la vie du patient, oui. Ça c'est que notre message, c'est que le malade consulte très tôt, il est tout à fait au début de sa maladie. Il peut tout à fait vivre normalement avec, continuer son activité professionnelle. Oui, tout à fait, c'est une maladie avoir qui va des enfants, se marier. Absolument, oui. C'est pas une maladie mortelle. Oui. Pas du tout. Une maladie chronique. C'est une maladie comme une chronique, c'est comme le diabète, c'est comme la HTA, comme d'autres maladies chroniques, il vit avec sa maladie. Pourquoi on insiste sur une chose importante? On dit il faut consulter tout à fait au début de votre maladie. Parce que c'est là où on a, nous, les possibilités de lui proposer un traitement qui va stopper en fait, ou bien il va atténuer ce processus inflammatoire assez gravissime et éviter au fait ce processus dégénératif. Parce que c'est ça qui fait l'ampleur de cette maladie. C'est ce processus à bas bruit qui est en train d'évoluer chez mon patient. Là, ça va instaurer chez lui une dépression, ça va instaurer des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, un syndrome démentiel. C'est ça, en fait, qui va retentir sur sa vie au quotidien. Bien évidemment, le déficit moteur, etc. Mais non, ça vient à bas bruit. On voit que ça a un impact sur le plan socio-professionnel. C'est pour ça que quand il vient tout à fait au début de la maladie, nous, on a des armes thérapeutiques assez efficaces pour essayer, en fait, de stopper. Mais quand le malade il restera pendant longtemps une durée là où la maladie elle a évolué en silence et quand on fait des explorations, je trouve pratiquement plusieurs plaques dans son cerveau, la maladie a évolué. Le traitement, il est là pour essayer un petit peu de stopper, mais arranger les choses d'une manière assez perfecte. Comme si quelqu'un qui a consulté tout à fait au début, à la première poussée, c'est différent. Maintenant, on revient sur ça, on dit « time is brain ». Il faut consulter vite pour qu'on puisse nous proposer en fait les traitements qui sont disponibles chez nous et qui permettent en fait d'améliorer, de changer le virage évolutif, le virage et l'évolution de cette maladie. Alors, il ne faut pas attendre que ça y est, le processus est là, il est installé, l'inflammation a pris sa place pour que nous, quand on vient même avec notre traitement, le malade, il va toujours avoir cet handicap, qu'il soit moteur, qu'il soit aussi sur le plan psychologique. Donc, un patient atteint de sclérose en plaques qui est diagnostiqué à temps, d'une manière précoce, donc peut continuer à vivre le plus normalement du monde, sans souci, sans être obligé de quitter son travail ou abandonner son projet social. C'est bien cela, professeur. Alors, la rééducation, il y a le traitement, et puis il y a la rééducation, elle est très importante dans le traitement de ce malade qui est atteint de sclérose en plaques. Comment se fait cette rééducation? Est-ce qu'elle permet justement de retrouver une certaine motricité perdue lors des poussées, ou non, c'est à titre préventif qu'il faut le faire? Oui, bien sûr. Donc, comme on l'a dit, donc la rééducation, ça fait partie de la prise en charge de la sclérose en plaques. Donc, c'est un traitement complémentaire du traitement médical.
Donc, c'est pas un traitement préventif, mais après une poussée, donc lorsque le malade garde des séquelles, donc même s'il récupère pas bien, soit spontanément, soit avec un traitement médical, donc avec la rééducation, il peut récupérer cette fonction, par exemple motrice ou des troubles sphinctériens, etc. Donc la rééducation permet justement de récupérer... Elle a sa place dans la prise en charge de ces malades-là. Elle est automatique dans le traitement, dans le suivi du patient. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on parle d'une prise en charge multidisciplinaire. On fait appel à nos confrères rééducateurs, on fait appel à nos confrères aussi psychologues dans la prise en charge de ces malades. Le neurologue il est là pour diagnostiquer, mettre un traitement, décider de quel protocole il faut pour le malade, mais tout ce qui est en fait autre chose, ça relève d'autres spécialités et voilà, le malade est pris en charge par ces médecins. Alors dernière question, est-ce qu'elle impacte la sclérose en plaques, notre espérance de vie ou non? Pas du tout. Non. Non, elle ne la réduit pas. Pas du tout, pas du tout. Même espérance de vie pour une personne qui a dit que c'est une maladie handicapante, mais elle n'est pas mortelle. C'est comme ça. Elle provoque l'handicap, mais pas la mort. Merci professeur, merci professeur Abdelhak Siham, merci docteur Berkane Yassim de nous avoir éclairé sur ce sujet. J'espère que le message est passé. Il faut aller consulter pour éviter donc les complications liées à la sclérose en plaques. En tout cas, le traitement existe en Algérie. Il est disponible. N'ayez pas peur du traitement. Il est très efficace et les effets secondaires sont très très bien gérés par nos confrères et dans les différents établissements de services de neuro dans notre pays. Je vous remercie, bonne continuation, merci pour ce que vous faites au niveau donc, de l'hôpital de Cherchel. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. Merci Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Siddiq à la technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming. À demain.